Ah, c'est mon... OK, là, je t'entends. Allez, faut y aller, faut y aller. Moi, je t'entends pas, Alexandre. Alexandre, on t'entend pas. OK, il faut démarrer. Là, on est en retard de plusieurs minutes. Non. André, je pense qu'on est live. Est-ce qu'on est live? Oui. Ah, merveilleux! Alors, on est en retard de quelques minutes. Et bon, ben, bonjour. Alexandre, est-ce que tu es sans voix? On t'entend toujours pas. Ah non, Alexandre est sans voix. Alors, bonjour Alexandre. Il est sans voix, mais pas sans visage. Est-ce que tu connais le langage des signes? Tu pourrais nous parler par le langage des signes. Alors, puisque aujourd'hui, on doit parler cinéma, on a quand même Magenta et Marie-Hélène avec nous. Marie-Hélène, qui est déjà qui a une grande feuille de route dans le Festival international Présence autochtone comme responsable de la section film et vidéo. Et puis Magenta qui s'est joint à l'équipe cette année, qui est vraiment un acquis formidable dont nous nous réjouissons. Également, il y a Justin Heritage qui fait partie de la fabuleuse équipe film et vidéo, mais qui a d'autres films à fouetter à l'instant où on se parle. Alors, si Alexandre n'a pas retrouvé sa voix, nous allons nous y mettre. Bonjour Alexandre. Non, Alexandre a toujours sans voix. Alors, peut-être, Marie-Hélène, tu pourrais nous parler de la section film et vidéo cette année, de tes coups de cœur, de ce qu'il ne faut pas manquer. Oui, je vais laisser d'abord la parole à Magenta parce qu'elle va parler de questions de logistique dans les séances, les lieux et tout. D'accord. Question qu'on puisse savoir où on s'en va pour voir quel film, à quelle heure et où. Donc, c'est ça. Donc, on a notre soirée d'ouverture qui est le 3 août prochain à l'Impérial et qui est une séance bien particulière puisqu'elle est sur invitation seulement. Par contre, les gens qui sont intéressés par les films qu'on présente en soirée d'ouverture auront la chance de les voir et en plus gratuitement au Campus 1000 de l'Université de Montréal. Et ça, c'est une projection en fait de la soirée d'ouverture qui est répétée en projection extérieure. Fait que ça va être super le fun. Il va y avoir des cinéastes présents également. Dans cette séance-là, le film à l'affiche, c'est Ashes and Embers, précédé de plusieurs courts-métrages absolument fantastiques. On va y revenir un petit peu plus tard. Je vais juste continuer à parler un peu de logistique avant qu'on parle plus en profondeur des films qu'on a choisis minutieusement et avec beaucoup d'amour. Donc, c'est la soirée d'ouverture est répétée au Campus 1000. La plupart des autres séances ont lieu au cinéma du musée, donc au centre-ville de Montréal. Et sinon, c'est au Campus 1000 en projection extérieure. Donc, pour les deux lieux, il faut se procurer des billets d'avance. Il y en a qui sont payants pour le cinéma du musée et qui sont gratuits pour les projections extérieures au Campus 1000, pardon. Donc, à chaque fois, sur notre site web, sur nos médias sociaux, tout ça est super bien expliqué. Comment se procurer les billets. Puis même si c'est gratuit, les projections extérieures, c'est vraiment important de réserver d'avance pour que nous, on puisse savoir combien de chaises prévoir et tout ça, puis s'assurer de la distanciation, puis qu'on respecte toutes les règles en vigueur de Santé Canada. Et donc, c'est ça. Donc, vous pouvez vous enregistrer gratuitement sur des Eventbrite qu'on a créés. Puis sinon, on a plusieurs autres projections tout le long du festival. On compte le 3 et le 12 août.
Et ça se termine avec la soirée clôture le 11, avec une autre projection sur invitation seulement. Ben oui, on est comme ça, on essaie de garder des trucs précis pour les gens avec qui on collabore, puis qu'on veut vraiment inviter à certains événements spéciaux. Donc, la soirée clôture, gracieuseté de Webicon Mobile, qui nous envoie 13 courts-métrages cette année. Ces 13 courts-métrages-là viennent de partout au Canada. Ils sont en français, en anglais, en différentes langues autochtones, avec sous-titres français ou anglais. Et cette projection-là, c'est la seule qui a lieu dans l'auditorium de la Grande Bibliothèque. Mais encore une fois, malheureusement, c'est sur invitation seulement. Mais peut-être que vous allez en recevoir une par courriel, qui sait. Vous m'entendez? Oui, Alexandre est retour. Oui. Je ne sais pas si ceux qui sont inscrits à l'infolette peuvent recevoir une invitation. Peut-être pour l'ouverture, hein? Ouais. André, t'as pas de micro. Ton micro est fermé. Ben, voilà, tu vois, Alexandre, toute l'influence que tu as sur moi. Alors donc, les gens qui sont abonnés à l'infolettre, alors peut-être qu'il y en a qui pourront s'abonner, seront invités à l'ouverture. Là, j'ai écrit au Cinéma Impérial, Jean-Pierre Tadros, là, dans son bulletin aux professionnels de la profession, ce matin, dit qu'il y a plus d'espace encore au Cinéma Impérial qu'il y en a eu à cause qu'ils ont refait leur calcul avec les nouvelles autorisations, les nouveaux allègements. Alors, on verra si oui, mais c'est sûr que la difficulté cette année, c'est que les places sont limitées. Alors donc, que ce soit au cinéma du musée, on ne peut pas remplir la salle. Même pour les activités extérieures, il faut, comme Magenta l'a très bien dit, maintenir une certaine distanciation et il faut enregistrer les gens. Donc, c'est important de se munir d'une réservation, alors parfois gratuite. Au cinéma, il y a le cinéma du musée où c'est payant. À la Grande Bibliothèque, c'est gratuit. On aura 2 événements à la Grande Bibliothèque, la remise de prix dimanche et la fameuse soirée de clôture avec les cours du Wapikoni. Alors, la Grande Bibliothèque, malgré que ce soit un auditorium de 300 places, les places sont extrêmement limitées. Mais attention, la Grande Bibliothèque, elle, va rendre public un certain nombre de billets, pas beaucoup. Alors, ça peut être l'occasion pour ceux, exclusivité à ceux qui écoutent le podcast, de pouvoir aller dans des événements où normalement, ça prend une invitation spéciale. Mais là, la Grande Bibliothèque s'en est gardé quelques-uns pour vous. Alors, vite, si vous voulez être des nôtres, pour la soirée d'ouverture, la soirée de clôture, ce sera le moment où, pour la remise de prix, il faut aller sur le site de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et peut-être qu'il restera des billets si vous faites assez vite. Et moi, est-ce que je peux rajouter quelque chose? On a un petit détail, parce qu'on a un festival très spécial. La soirée de clôture, c'est pas vraiment à la clôture, parce qu'on a une autre séance le lendemain, le 12, et je voudrais bien en parler parce que c'est des films qui m'inspirent beaucoup. Oui, alors ça, c'est comme quand on achète un CD, on a des suppléments. Hein? Alors, voilà, avec le festival, on a une rallonge, effectivement, qui va être intéressante. Avec le 12, d'abord parce qu'il y avait plein de films qu'on voulait montrer. Marie-Hélène va en parler tantôt, c'est important. Et ensuite, toujours on nous dit, ouais, vous avez des films gagnants, puis on ne peut jamais les voir après. Alors, certains des gagnants, peut-être pas tous, là, on verra, mais certains des gagnants pourront aussi être montrés le 12. Alors donc, les films qui seront mérités un prix, on se rappelle qu'on a plusieurs grands prix. Le prix Rigoberta Menchú, qui est le prix social du festival, le prix Tehuacán, qui est la qualité artistique et cinématographique d'une œuvre, et puis le prix APTN, qui est une reconnaissance d'un travail qui s'est fait l'année précédente
par un cinéaste autochtone du Canada. Et puis après ça, il y a des prix pour la relève, des prix pour le court, des prix pour le documentaire. Donc, là-dedans, on va choisir les gagnants qui émergent du lot et on fera une programmation. Cette fois-là, Verdun. Hein? Alors, là aussi. Le centre culturel de Verdun, c'est ça? Non, ça s'appelle Quai quelque chose. C'est pas le Quai des Brumes, bien que je sois dans la brume pour le nom de l'endroit. Mais tout ça. C'est le Quai 5160. Voilà, merci, le Quai 5160. À ne pas confondre avec Q052, qui est un rappeur, qu'on retrouvera sur la place des festivals. Mais donc, le Quai 5160, qui est qui est lié à la Maison de la Culture de Verdun. Ah, ça, je ne savais pas. Voilà, je l'apprends. On apprend des choses avec vous, mesdames. Et donc, ce sera là qu'aura lieu cette projection spéciale qui est la rallonge du 12. Alors, là, il faudrait parler des films. Là, je voudrais parler de l'ultime séance avec celui de Verdun. Et c'est au cinéma du musée. Et c'est en présence d'un des réalisateurs, Nicolas Renaud, et de sa protagoniste, Olivia. Ils seront là. Et c'est comme quelque chose d'assez exceptionnel de pouvoir le montrer en salle après 1 an et quelques mois de pandémie et de restrictions. Et c'est un très beau documentaire court que a fait Nicolas. Nicolas, c'est notre collègue pendant plusieurs années dans l'équipe de cinéma, mais l'Université Concordia lui a offert une job à temps plein, d'enseignant à temps plein. Alors, nous avons trouvé de très bons remplaçants, Magenta et Justin. Mais c'est ça. Alors, Nicolas nous a soumis ce film, Métamorphose au pluriel. Et c'est le portrait de cette jeune femme qui a vécu un drame dans sa famille, mais qui essaye de trouver une sorte de rédemption, et c'est en partie à travers un tatouage. Et puis alors, l'autre film fait écho, c'est Ruaïn. Ça s'appelle Ruaïn, Stories in Her Skin, de la réalisatrice Iona Henare de Nouvelle-Zélande, Aotearoa, qui est le nom autochtone maori de la Nouvelle-Zélande. Et c'est un beau documentaire sur cette performance qui est comme communautaire et familiale, qui est un tatouage, mais de forme rituelle. Et c'est passionnant. Alors, c'est les 2 films majeurs de cette séance au cinéma du musée à 18h30. Co-présenté par... Hein? C'est co-présenté par... Cinéma Politica. On n'a pas encore la confirmation. On attend les confirmations de Cinéma Politica. Oui, c'est assez magnifique, effectivement, Ruaïn. On voit comment toute la communauté est là autour de la personne qui reçoit les tatouages traditionnels. C'est une véritable expérience communautaire autour d'une personne qui est c'est comme un rituel de baptême, on dirait, hein, ce qui dans d'autres cultures est un rituel de baptême, où la personne devient plus profondément, plus directement admise dans le groupe. Et alors donc, on a parlé de la fin, il faudrait aussi parler du début. On a Ashes and Embers qui va être présenté en première avec Floyd Favel, qui est un personnage absolument extraordinaire. C'est un dramaturge écrit qui vient de Saskatchewan, de la communauté de Poundmaker, et qui nous arrive avec un film dont il a écrit le scénario, dont il est le narrateur, sur un événement exceptionnel. Je pense qu'il n'était pas connu beaucoup
en dehors des gens qui ont été associés directement ou indirectement. On a foutu le feu, des élèves ont foutu le feu à une école résidentielle, yes, en 1948, alors donc, pour montrer aussi que les Autochtones ne sont pas toujours été passifs devant les événements, mais il y a une résistance qui est restée cachée, camouflée, et maintenant qui commence directement à se faire jour. On pourrait souligner aussi dans le même esprit le film A Ultima Foresta, où on voit les Yanomami vraiment capables de défendre leur territoire traditionnel contre le minage, c'est le cas de le dire, hein, puisqu'il y a des chercheurs d'or qui viennent avec des produits très nocifs envahir le territoire, quelque chose qu'ils se sont autorisés de faire, surtout depuis que Bolsonaro est là. Et puis donc, on voit les Yanomami défendre Manu Militari, leur terrain. Et on voit qui sont les sauvages dans cette histoire-là. Et ce n'est pas les Autochtones. Alors donc, je veux souligner que ce festival est aussi un festival de résistance, n'est-ce pas? Et pas seulement un lamento. On va laisser son premier ministre du Canada, un lamento sur le passé. Également aussi, il y a beaucoup de films, j'ai remarqué, de gens qui vont vers les origines. Je pense à deux films qui s'appellent Grand-père, hein, Atatiak, qui va être présenté d'ailleurs au même programme que Ashes and Amber. Atatiak, pardon. Atatasiak. Mon inuktitut est un peu rouillé. Qui est une réalisation de Lisago Perqualuk, qui est une Inuit qu'on connaît bien, hein, qui est active à Montréal depuis des années, qui maintenant s'occupe de la collection des Inuits au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Elle a réalisé un film sur son grand-père. Alors, c'est extrêmement touchant, c'est très simple, mais ce lien petite fille avec le grand-père, ce lien de la tradition qui se transmet depuis le territoire des Inuits jusqu'à la vie urbaine à Montréal. Et on a un autre film qui lui fait presque miroir, qui s'appelle Toté. Alors, si j'ai bien compris, Toté, ça veut dire grand-papa en nahuatl. Et donc, on a un film mexicain aussi où une jeune réalisatrice vient de la ville discuter avec son grand-père dans la communauté. Et là aussi, la simplicité de la forme va avec la complexité de cette relation très riche entre la descendante et l'héritière, et qui doit, dans un tout autre contexte que celui qu'ont connu ses aïeux, vivre cette identité au présent. Et j'ai remarqué aussi que cette matière, cette recherche de l'identité pour la vivre aujourd'hui, mais en restant connecté avec le passé, est très, très, très présent dans les films et dans d'autres activités, notamment la rivière, hein, comment la rivière est présente dans plusieurs films. On a un film d'ailleurs qui s'appelle, tu me corrigeras, Marie-Hélène, Once Upon a River, c'est bien ça le titre, voilà. Oui. Qui nous vient des États-Unis, où c'est justement une jeune fille qui part à la recherche de ses origines, mais qui pour ça le fait avec un trajet en canot où elle remonte une rivière. Et ce trajet-là, on le voit aussi dans un autre film documentaire qui s'appelle Haudenosaunee Canoe Journey de Roxane Whitebeam, qui est une réalisatrice de Ganawagi, si je ne m'abuse, ou Migadesatage, il me semble que c'est de Ganawagi, une réalisatrice mohawk, qui nous a déjà offert plusieurs films intéressants à présence autochtone. Mais là, c'est fascinant. Il y a Seneca, si ma mémoire est bonne, qui refait le parcours en canot qui liait
les grands villages des nations de la Confédération iroquoise à l'époque historique. Et donc, il l'a fait, mais avec sa toute petite fille, qui est toute jeune, je ne sais pas, 8, 9, 10 ans. Alors, il y a ce rapport père-fille, ce rapport au territoire et à la transmission. Et à la fin, il arrive dans le Ganawagé traditionnel, où Tom Porter, dans l'État de New York, essaie de faire revivre une communauté là, qui est le noyau originaire de la nation Mohawk. Et une entrevue magnifique avec Tom Porter, qui est un sachem de la Confédération iroquoise, un être avec un savoir inouï, gardien de tradition. C'est fantastique. Et il y a plein d'autres recherches comme ça. Il y a comme Entre Fuego y Agua, où un jeune noir qui a grandi dans une communauté autochtone et qui se sent un peu outsider dans sa propre communauté. Et ben le leader du village l'invite à une cérémonie avec la ayahuasca. Et là, il a la vision qu'il doit aller à la recherche de ses origines aussi. Et encore une fois, on se retrouve sur ces questions d'identité, mais cette fois-là, à l'intérieur même d'une communauté des Premières Nations. Alors, ça, c'est des choses qui m'ont frappé dans la programmation. Mais je peux vous laisser la parole aussi. Tu parlais, André, aussi, tant qu'on était dans le territoire Mohawk, il y a aussi le film d'archives Mohawk Nation. Si tu veux en parler. Moi, je ne l'ai malheureusement pas vu, donc j'aimerais bien en parler plus. Moi, je peux parler des deux. On a sorti des films du passé qui sont en dialogue. Ils nous viennent des États-Unis, mais sera présent le fils du réalisateur de Yatahe Alcatraz. Alors, ça date de 68, 69, lors de l'occupation de l'île d'Alcatraz, qui était comme un nouveau démarrage de la résistance du mouvement American Indian Movement. Et alors c'est un film d'une demi-heure et on lui a associé un film tourné 10 ans plus tard, plus ou moins, par le groupe Third World Newsreel, qui est un groupe de cinéastes militants là, engagés. En territoire Mohawk, de jeunes qui sont allés se réinstaller sur le territoire dans des terres qui leur avaient été, ou des lieux qui leur avaient été comme retirés, mais qui sont allés occuper et qui sont en train de retrouver des traditions. Alors, ces films tournés à 10 ans de distance, plus du côté Pacifique et du côté Atlantique, sont en dialogue. Et ça, c'est au campus 1000. Quel jour je dis ça, je pense que c'est le 6. Le 6 août au campus 1000. D'ailleurs, il y a un autre, parmi les leaders de l'occupation d'Alcatraz, évidemment, on pense à Trudel, qui est très, très connu, mais il y avait aussi Richard Oakes, qui était Mohawk, qui était un des... alors, l'île d'Alcatraz, à l'époque, le pénitencier était fermé, c'était pratiquement abandonné. Et il y a un vieux traité aux États-Unis qui dit qu'un territoire fédéral abandonné doit revenir aux Autochtones après un certain nombre d'années. Alors, c'est muni de ce traité que les militants de l'American Indian Movement sont venus occuper Alcatraz et ça a été, ça a duré 2 ans, ça a été vraiment un moment phare de la renaissance de la résistance autochtone à partir de là, et toutes les années 70 jusqu'à maintenant, on a vu cette résistance s'affirmer. D'ailleurs, on pourrait dire que Présence autochtone est un surgeon de ce mouvement-là, puisqu'on a été premier festival en 91, donc il y a eu, on s'inscrivait dans cette foulée de réaffirmation de l'identité autochtone dans un contexte contemporain, avec l'urbanité, mais aussi le lien avec le territoire et la tradition.
Je voulais rajouter aussi que il y a une autre séance le même jour de Yatahe, Alcatraz, et c'est au cinéma du musée à 5 heures de l'après-midi le vendredi. Et que les deux séances seront en présence de Peki Chappell, qui est le fils du réalisateur du documentaire sur l'occupation d'Alcatraz. Voilà. Et parlant des États-Unis, il y a un documentaire moi, que j'aime bien qui s'appelle Out of State, que la réalisatrice est d'ailleurs autochtone, polynésienne, originaire d'Hawaï. Et c'est très... Il y a vraiment une curiosité dans ce film. D'abord, tout le système carcéral américain qui est beaucoup privatisé, qui est une grosse machine. Déjà, en termes de cinéma filmé à l'intérieur de ces immenses centres de détention, il y a quelque chose de très singulier. Et là, évidemment, c'est un centre de détention mâle où les Autochtones d'Hawaï sont incarcérés au beau milieu du désert sur le continent, mais où il y a des leaders qui cherchent à leur réinculquer les valeurs traditionnelles. Alors on voit tout ce travail qui se fait à l'intérieur de la prison et on suit un certain nombre de détenus dans leur processus de réappropriation de leur culture et par la suite de leur réinsertion quand ils retournent dans leur île à Hawaï. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement singulier, d'extrêmement fascinant à suivre. En tout cas, moi, c'est un des documentaires qui m'ont marqué dans cette édition. Oui, le documentaire se concentre un peu sur 2 ou 3 des prisonniers, dont un finit par sortir. Alors, il y a une sorte d'intimité aussi dans cette transition que sont en train de vivre les prisonniers et les ex-détenus. Très bien. Oui. Je vois que Magenta voulait partager quelque chose. Oui, on écoute. En fait, je le partageais en même temps que vous parliez. C'était pour faire des images en arrière. Oh non, c'est ça, c'est parce qu'il fallait que je le mette sur le studio. D'accord. Bon, ben ça n'a pas marché pour l'affaire. Je vais réessayer. Vous pouvez continuer. Oui. Moi, j'aime bien aussi Iwianch, El Diablo Venado, le diable qui se transforme qui s'incarne dans un cerf ou un chevreuil, on dirait un chevreuil ici, mais enfin, c'est plutôt, si on veut être zoologiquement rigoureux, un cerf. Et ça se passe en Équateur, et c'est assez curieux parce que on a un ethnologue qui fait des recherches sur les récits traditionnels, puis en arrivant dans une communauté, il se trouve qu'un jeune homme est disparu et c'est le diable qui l'a emporté. Et là, on doit faire appel au chaman pour le retrouver. Alors, tout d'un coup, ce documentaire se retrouve plongé dans une action narrative qui rappelle la fiction, mais qui est bien réelle. Ce jeune homme est bien disparu dans la forêt. Et donc, on voit, et c'est en filigrane, il y a toute cette réflexion sur la perception du réel, hein, qui est quelque chose qui va très loin en philosophie. Relisons Emmanuel Kant, par exemple. Alors, le film n'est pas kantien, je vous rassure tout de suite. Et donc, ça aussi, c'est drôlement intéressant. Et justement, là, à Fabre, on a vraiment des films toujours d'Amérique latine qui sont toujours assez fantastiques. À Fabre, le fiction tournée à Manaus, là, en Amazonie, où se retrouve un autochtone et sa fille déplacés, et ils travaillent dans le port, là, comme gardien de sécurité. Et c'est un film qui a été montré à Locarno et
le personnage principal, disons un non-acteur, là, on utilise ce terme, a gagné le prix du meilleur rôle masculin au Festival de Locarno. C'est tellement persuasif, convaincant, là, son jeu. Et il y a aussi un élément de mystère et de magie et de spiritualité dans ce film-là qui vont venir nous chercher. Alors, je ne sais pas si toi aussi tu l'as vu, André. Moi, je l'ai vu l'an dernier. Ah, Alexandre. Ouais, c'est ça, c'était particulier parce qu'on dirait que c'est comme métaphorique un peu comment on voit le film, la ville versus sa communauté, en fait, là, où est-ce qu'il vit son peuple. Puis lui, je pense que c'est ça, c'est comme c'est lui qui s'était adapté à la ville, il a commencé à travailler pour un port, puis c'est pour ça qu'il fait une sorte de fièvre, puis ça fait comme un peu penser à quand un autochtone quitte sa communauté pour aller vivre en ville, puis souvent on vit une petite dépression, puis on tombe souvent plus facilement malade quand on quitte notre communauté, là, notre environnement habituel. Là. Oui, puis il y a cette présence du rêve aussi qui est très proche de traditions foranciennes autochtones, où le rêve n'est pas seulement un songe-mensonge, mais bien un message important. Et là, c'est tout le territoire qui arrive en rêve. C'est une autre, je dirais, reconnexion avec le territoire, mais sous la forme métaphorique de la maladie. Effectivement, exactement comme tu viens de le mentionner, Alexandre. Pour guérir, dans le fond, il faudrait qu'il se reconnecte à son territoire, qu'il fasse appel à la médecine traditionnelle, parce que la médecine occidentale ne peut rien pour ce garçon. Et c'est plein de connexions avec ce qu'on a par ailleurs. Hein. On voit Sonia Robertson qui a une exposition à la Guilde. Son exposition s'intitule « Le sang de la terre ». Et le sang de la terre, c'est l'eau. C'est les rivières qui sont comme des vaisseaux sanguins. Et la même métaphore existe dans la pièce Notre chimique que Véronique Hébert va présenter sur la place des festivals. Donc, ce lien très physique et presque analogique entre le corps humain, le territoire, la nation, sa santé et la préservation et le lien avec les espaces naturels sont très bien exprimés dans différentes œuvres cette année. Et c'est très fort parce que c'est des choses qui sont souvent peu perçues de quelqu'un qui n'est pas familier aux cultures autochtones, pour qui, un territoire, c'est une ville, un terrain de parking, on peut se déplacer, se déménager, alors que pour l'Autochtone, le lien avec la terre est vécu complètement sous un autre mode, et l'identité aussi est vécue sous un autre mode. Tu parlais de théâtre, André, ça me fait penser qu'on a aussi un truc un peu spécial au festival cette année, qui est une captation vidéo d'une pièce de théâtre qui s'appelle L'Enclos de Wabush, qui est présentée au Campus 1000. Et ça va être vraiment très fort aussi, parce que c'est ça, la pièce de théâtre a été conçue et jouée à l'Espace Libre en avril dernier, mais à cause de la pandémie, ils ne pouvaient pas avoir de spectateurs, donc ils ont tout bien filmé ça, c'est super intéressant. Puis on a un film d'1h45, en fait, qui est la pièce filmée, qui va être projetée gratuitement, encore une fois. Puis il va y avoir, après la projection, des gens de l'équipe de création de la pièce qui vont être là pour discuter avec le public. Donc, ça aussi, c'est intéressant parce qu'on a une pièce de théâtre, en fait, pièce de théâtre, ce que la créatrice que tu disais, André, fait beaucoup plus que du théâtre aussi, mais on a ça, puis on a la captation vidéo aussi, donc... Oui, et ça va être intéressant parce que là, tous les gens qui ont gravité autour de cette pièce, dont l'auteur, Louis-Carl Picard-Sioui, qui sera là, l'auteur Wanda de la pièce, qui a été créée au mois d'avril dernier, n'ont pas eu l'occasion de rencontrer leur public, leurs fans aussi, parce que Ondinok est coproducteur de la pièce et
on sait qu'Undinoc et le nouveau théâtre expérimental aussi, je suis sûr, ont chacun leur femme, leur habitué. Et là, ils sont contents de trouver l'occasion. Puis c'est dans un contexte extérieur, ça s'y prête bien sous les étoiles. Dans ce très beau, parce que c'est très spécial, le nouveau campus de l'Université de Montréal, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est comme un oasis au milieu de la ville. On se croirait ailleurs, mais on voit les buildings. On sait qu'on est encore à Montréal. Il y a quelque chose de plaisamment déroutant à être là. Alors, c'est un bel endroit pour avoir du cinéma. Et là, aussi, les classes sont limitées. Et particulièrement pour l'enclos de Wabush, compte tenu qu'il y a beaucoup de comédiens qui sont, les comédiens sont de Montréal. L'auteur, c'est un auteur du Québec. Alors, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de monde. Alors là aussi, il faut se dépêcher de réserver parce qu'il n'y a pas autant de place là qu'il y en a sur la place des festivals. Et ça va se remplir vite. Et il faut nous, qu'on compte les gens et qu'on les distancie. Et on va le faire parce qu'on est très scrupuleux de respecter toutes les règles. Alors, voilà, et c'est la même chose au cinéma du musée. Hein, on ne peut pas remplir la salle. Alors, si vous voulez être sûr de pouvoir voir les films dont on parle, mieux vaut tout de suite prendre vos billets, qu'ils soient gratuits au Campus 1000 ou qu'ils soient payants au cinéma du musée. C'est important de le faire. D'ailleurs, pour le campus... Je vais me dire un petit aparté rapide, Marie-Hélène, je te laisse la parole après. Pour le Campus 1000, d'ailleurs, c'est important de dire aux gens d'arriver à l'avance parce que l'endroit n'est pas super, c'est pas à côté d'un métro directement. Pour les gens qui ne sont jamais allés, je vous recommande, trouvez-vous un petit 15 minutes d'avance pour bien être là à l'heure parce que les films vont vraiment commencer à 8h30. Donc, soyez là d'avance. Puis, je vais être là d'ailleurs pour vous aider à tout vous trouver une place. Oui, je voulais juste rajouter qu'au Campus 1000, il y a un événement assez exceptionnel et c'est Atikamek Mescano. Alexandre, je ne sais pas si tu l'as vu le documentaire, mais je sais que tu risques d'être là aussi parce que c'est ta communauté et ce serait bien d'en parler parce qu'il va y avoir plein de monde. Moi, je ne l'ai pas vu, mais c'est ça, j'ai hâte de le voir parce que j'ai vu quelques images de publicité, mais j'ai hâte de le voir. En fait, le film est intéressant parce qu'il suit des élèves à Atikamek, donc des jeunes qui sont à un moment, effectivement, où on est à la fois très fort et très fragile, où on est plein d'espoir et plein d'appréhension. 16 ans, 17 ans, et les jeunes sont dans une classe de musique. Et donc, on a peut-être déjà des artistes de demain qui seront sur la place des festivals un jour dans une édition ultérieure de Présence autochtone. Et on suit ces jeunes gens et c'est là aussi tout à fait fascinant de voir comment il y a une résilience très particulière chez les Atikamekw. D'ailleurs, notre collègue ici présent est un des exemples. La langue est toujours vivante, parlée. Ils ont un wiki Atikamekw. On en a parlé à d'autres podcasts. C'est quand même très, très, très spécial cette force qu'a la nation Atikamekw de maintenir son unité et sa langue. Et en même temps, c'est sûr qu'il y a tout le monde extérieur, il y a tout le contexte contemporain qui n'est pas toujours au diapason des nécessités de continuité dans la tradition. Alors, les jeunes aussi doivent faire preuve d'inventivité pour s'adapter et adapter leur identité au monde contemporain. Donc, aller de l'avant vers des objectifs qui se sont donnés sans trahir d'où ils viennent. Et le film et justement nous montre toutes ces zones de haut et de bas, de grands espoirs et de grandes difficultés à surmonter pour aller de l'avant. Alors, c'est vraiment exceptionnel. C'est une première. Et il y aura des protagonistes du film et des gens des communautés Atikamekw qui seront là. Alors, ça aussi, effectivement, au niveau
et de l'œuvre et des échanges qui vont suivre. Ça va être quelque chose de un beau moment, certainement, pour ceux qui y seront. Je peux en profiter pour souligner que ce film, ainsi qu'un autre, Anerka, à partir de lundi, seront diffusés en ligne. Ce sera annoncé à travers le site web, c'est à travers nos collègues du Festival du Nouveau Cinéma, et ce sera disponible pour ceux qui sont pas à Montréal, donc, en ligne pour 48 heures à partir de lundi, pas lundi prochain, lundi d'après, de 18h à 18h et géobloqué au Canada. Donc, quelqu'un à Vancouver pourrait participer et voir le film Anarcha ou le film Atikamek Mescano. Puis une petite parenthèse aussi. À Vancouver, mais pas à Seattle. Actuellement, il y a une expédition qui se fait chez les Atikamekw qui partent de Wemontachi puis ils se rendent jusqu'à Québec en canot, en longeant le Tapisquantibi, la rivière Saint-Maurice. Fait qu'il y a une expédition en ce moment qui se fait, qui sont partis le 24 juillet, puis ils devraient se rendre le 5 août à Québec. Fait que ça, c'est l'une des actions qu'on fait pour qu'on sauvegarde la culture, c'est de parcourir les rivières que nos ancêtres l'avaient faites. Puis il y a plusieurs activités qui se font aussi durant l'année. Là. Super. Ah, il y a Danica qui fait un petit commentaire. Ah, merci Danica. Ben oui. Alors donc, beaucoup de choses à découvrir. On parlait tantôt du Festival du Nouveau Cinéma, donc je voudrais saluer mon ami Nicolas Girard-Deltruc, qui fait un travail formidable comme capitaine amiral du grand vaisseau du Festival du Nouveau Cinéma. Et cette année, le FNC co-présente à Février, le film brésilien dont on parlait tantôt. Et également, effectivement, appuie nos efforts de diffusion de 2 films. Alors, on a mentionné effectivement Atikamek Mescano et Anerka. Anerka, c'est Leishmano, je ne sais pas si je prononce bien, Marcus, qui revient. Mais c'est lui, pour ceux qui ont suivi le festival il y a quelques années, était venu avec le film Les 7 Chants de la Toundra, qui est un parfait, merveilleux chef-d'œuvre, une fiction cette fois-là. Alors, sa femme, lui est finlandais, sa femme dont j'oublie le nom, et Nénette, c'est une des populations autochtones du nord de l'Europe apparentées aux Sami et qui sont surtout en Union soviétique. Et donc, ils sont très proches de ces traditions qu'on connaît moins bien ici, qui sont des traditions autochtones qui ont beaucoup d'écho, de parenté avec ce qu'on connaît de ce côté-ci du pôle, mais en même temps qui ont leur particularité mythologique. Et avec Anerka, on plonge beaucoup dans les archives de ces cinéastes qui ont beaucoup travaillé auprès de ces populations. Et on voit justement comment, en se transformant malgré un contexte très hostile, la tradition et le lien avec la tradition existent toujours. Le titre du film, Ashes and Amber, je comprends, au premier degré fait vraiment allusion à un incendie bien réel. Mais en même temps, la métaphore pourrait s'appliquer à beaucoup de situations autochtones. Il y a ce qu'on a perdu, ce qui est réduit en cendres, mais il y a aussi sous la cendre toute la braise qui est restée là et qu'à force de souffler dessus, on parvient à retrouver la flamme originelle et c'est celle-là qui va briller tout le long de cette 31e édition du Festival international Présence autochtone.
Puis d'ailleurs aussi, là, on a parlé surtout des longs métrages, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plein de courts métrages, mais vraiment super intéressants. Puis c'est pas juste, vous devez vous taper un court métrage avant de voir le film que vous voulez voir. Là, il y a vraiment, c'est tous des films qu'on a sélectionnés parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont intéressants, parce qu'ils valent vraiment la peine d'être montrés. Puis, c'est ça. Donc, il y a des séances aussi juste de courts-métrages. Il y a une séance, justement, au Campus 1000 de courts-métrages expérimentaux autochtones aussi, qui est super intéressante si on veut regarder qu'est-ce qui se fait d'un point de vue cinématographique, de la relève en déconstruisant un petit peu la façon de faire traditionnelle du cinéma européen, là, si on veut, ou occidental plutôt. Donc, ça, c'est bien intéressant. Puis c'est ça, notre programmation, on a énormément de courts-métrages. Je vous invite vraiment à les regarder sur le site web de Présence autochtone. Tous les films sont recensés là. Vous allez pouvoir découvrir plein de trucs super intéressants. Il y a plein de bandes annonces. Bref, bonne découverte parce que vraiment, nous autres, en tout cas, on a découvert plein de choses au cours des derniers mois. Puis on est super fiers de ça. Puis on aimerait vraiment ça qu'il y ait le plus de gens possible qui les découvrent avec nous. Oui, et là, j'insiste toujours, les films qui sont présentés là sont tous, d'une certaine façon, des petits chefs-d'œuvre dans leur genre. Soit parce qu'ils nous amènent à des réalités tellement singulières et avec lesquelles on n'est jamais en contact que ça en est saisissant, soit que par la forme qu'ils empruntent, ils deviennent des produits artistiques de premier ordre. D'ailleurs, des films, on mentionnait à Fébré à Locarno, on a Perrault, un film magnifique sur un adolescent autochtone au Nicaragua. Il était à la Berlinale, le plus grand festival de films au monde. Et si on regarde les films qui sont là, souvent ils ont circulé à Voiture réelle, au festival Margaret Mead. Donc, c'est vraiment un festival de haut niveau qu'on offre. Je sais que les critiques de cinéma nous regardent de haut, mais c'est parce qu'ils c'est le racisme systémique. On ne croit pas que les Autochtones sont de niveau. Mais Marie-Hélène Davis ou Magenta Baribeau, qui viennent du monde artistique et du monde du cinéma, peuvent témoigner, comme tous les gens qui sont venus et qui ont participé à Présence autochtone, de la très haute qualité cinématographique de cet événement. Et si le FNC n'est pas gêné de s'associer avec nous, parce qu'ils font attention à leur image de marque, ils font bien. Nous aussi, on fait la même chose. Et c'est bien parce que ils savent que ce qu'on présente est sur le plan du cinéma, tout court, est déjà quelque chose de niveau supérieur. Et il n'y a personne qui va, de sensible et de curieux, qui va s'ennuyer une seconde dans les films qu'on présente. C'est tellement de réalités différentes. Moi, en tant que non-autochtone, je veux dire, il y a plein de choses que je ne connaissais pas en visionnant des films. J'ai découvert plein de choses sur la culture Sami, par exemple, ou sur des tatouages dont on parlait dans certaines communautés, dans certaines cultures. Puis c'est super intéressant. Et ce que j'aime de ce festival-ci, puis moi, ça fait seulement quelques mois que je suis avec vous, puis que je suis vraiment touchée de faire partie de l'équipe. Parce que j'aime de ça, c'est que non seulement est-ce qu'il y a des films vraiment établis qui ont été à Locarno et tout ça, mais il y a aussi des films de cinéastes de la relève. Puis on ne choisit pas des cinéastes de la relève parce qu'on veut juste les encourager, mais leur film n'est pas bon. Non, on a un festival de films aussi. C'est super important pour nous, le côté cinématographique de l'œuvre. Donc, non seulement est-ce que le propos est intéressant, mais la forme l'est aussi. Puis, c'est ça permet à certaines personnes de faire leurs premières armes, puis justement de leur donner une chance d'être diffusées, de voir leur travail qui a pris des mois et des années à faire. Et c'est ça, donc je pense que tout le monde veut vraiment y trouver son compte. Et il y en a pour tous les goûts. Si vous aimez de l'animation, il y a des films d'animation. Si vous aimez les documentaires, il y en a. De la fiction, il y en a. Des courts-métrages, des longs-métrages. Il y a de tout! Et il y a même, pour ceux qui s'intéresseraient aux abeilles, il y a un documentaire tourné au Yucatan, au Mexique, sur la résistance des Mayas du Yucatan
pour défendre les abeilles. Et si on s'intéresse aux maudits dragueurs, il y a un documentaire consacré à un maudit dragueur qui s'appelle Cuchihuato Maldito, et c'est du Pérou. Et c'est le portrait d'un personnage qu'on déteste et qu'on aime et qui accumule des ex-blondes. Voilà. On est là vers la fin du film, il dit non, pas encore une. Si. Apparemment, c'est ça, c'est un courant, c'est un courant c'est une tendance qui se fait dans l'Amérique du Sud où est-ce qu'ils vont séduire les touristes. C'est ça. Voilà. Oui, alors, parce que les touristes viennent, mais là, s'il y a beaucoup de touristes en pays Atikamekw, là, des beaux gars comme toi, les prendre, là, vous allez pouvoir être Quachito vous-même. Je pense que c'est ça. Je pense que la place est déjà prise. Oui, intéressant. Et le combat des baillettes avec les abeilles, c'est intéressant parce que c'est les cultivateurs proches là, qui se font arnaquer par Monsanto avec tous les produits toxiques qui accompagnent les cultures extensives et qui effectivement détruisent les colonies d'abeilles, un problème qui est universel hein, et qui peut poser à la longue des problèmes de pollinisation. C'est une crise qui est mondiale et c'est intéressant de voir que des communautés autochtones aussi se tiennent debout et affrontent David contre Goliath, ces multinationales, Bayer maintenant, qui appartient à Monsanto, pour sauver d'une part une pratique on ne dit pas agricole, avicole non plus, comment on dit, apicole, apicole traditionnelle, envers et contre l'envahissement de l'industrie agrochimique qui vient détruire bien plus qu'aider à produire. Et c'est d'autant plus à propos parce que justement, ici au Canada, on en parle particulièrement au cours des derniers jours avec Santé Canada qui demande à accepter plus de glyphosate sur nos aliments et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, on sait que c'est une lutte qui se mène de façon internationale, mais ici aussi, puis faire attention à tout ça. Et le film est présenté au milieu de jardins communautaires où justement on cherche à encourager une agriculture biologique. Donc, il est complètement d'actualité dans les lieux où il est présenté, que ce soit le pays ou le périmètre du Campus 1000. Le site s'appelle Site des projets éphémères. C'est le nom de l'endroit où on va être, où on aura nos projections. Il y a déjà eu dans le passé différentes activités, dont des projections dans ce lieu-là. Donc, il y a des gens, en tout cas ceux, je pense, d'Outremont, Ville-Mont-Royal, là, qui sont voisins du lieu, connaissent l'endroit. Une fois qu'on l'a déniché, là, c'est simple d'y aller. Mais quand on ne sait pas, des fois, on tourne un peu avant de trouver. Mais c'est vraiment un endroit qui mérite d'être découvert, où l'université a développé toutes sortes de liens avec la communauté. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on y est accueilli. On aura nos grands remerciements à l'université. Et d'ailleurs, on vient de voir le bâtiment où habituellement le Wapikoni avait ses bureaux et ses activités. Voilà. Mais là, je pense qu'ils sont relogés ailleurs parce qu'avec la pandémie, c'est trop compliqué. Et donc, mais ceux qui connaissaient les bureaux du Wapikoni savent exactement où est le Campus 1000. C'est juste derrière. C'est un endroit qui est visible des bureaux traditionnels du Wapikoni. Bon, c'est sûr que là, le Google Maps, c'est peut-être pas à jour sur à quel point c'est plus joli que qu'est-ce qu'on voit là. Mais c'est pas de notre faute. Mais non, c'est ça, c'est une espèce de terrain vague qui a été réapproprié, justement, avoir des endroits pour des jardins communautaires, des endroits de diffusion de projets éphémères, justement. Donc, c'est super accessible en vélo aussi pour les gens comme moi qui aiment ça se promener à vélo. Il y a des supports à vélo aussi. Puis, c'est ça. Bon, ouais, on est sur le site maintenant.
On peut voir, il y a une espèce de pyramide sur laquelle on peut regarder. Puis, c'est ça, il va y avoir un écran avec des gradins et tout. C'est ça. D'habitude, c'est un peu plus joli. Ça va donner plus le goût que cette photo-là qui a été prise peut-être à l'automne puis qui est un peu grise et sombre. Il date de 2017, cette photo-là. Ah ouais, c'est ça. Et puis, il y a même des ruchers. Oui. Parmi les jardins, il y a des ruchers. Mais vous inquiétez pas, toutes les abeilles seront endormies à 8h30. Et on espère faire... moi, je trouve pas ça inintéressant. Les terrains vagues, il y a une magie particulière aux terrains vagues. Et même avec les aménagements et les bâtiments qu'il y a là maintenant, parce que l'université s'est drôlement développée sur cet espace-là, il garde quand même ce côté un peu marge par rapport à l'univers urbain qui est fort intéressant. Et on espère quand même, nonobstant toute la reconnaissance qu'on doit à l'Université de Montréal pour nous avoir ouvert les portes du site des projets éphémères, faire mentir l'appellation du lieu, puisque nos projets comme Nation autochtone, c'est dans la durée pour au moins les 7 prochaines générations. Et le festival, on espère qu'il y a encore de nombreuses décennies devant lui. Yes. Oui. Serait-ce un mot de conclusion? Je crois que ça sonnait vraiment comme ça. Ben oui, hein? Très bonne conclusion. Puis merci Denis qui nous a envoyé un petit commentaire pour nous remercier de le guider dans son choix de film. Ça nous fait plaisir. Puis on pourrait continuer à en parler comme ça pendant des heures. Mais on vous laisse découvrir ça. J'essaie de partager tous les liens des films que vous avez mentionnés. Fait que j'essaie de faire du mieux que je peux. Là. J'en ai peut-être manqué un ou deux au début, là, mais c'est ça, je me suis surpris assez vite. Mais tout est sur le site web, de toute façon. Ouais. Puis j'espère que avec le Campus 1000, avec la carte du Campus 1000, ça vous a un peu aidé à vous retrouver parce que, honnêtement, moi aussi, au début, quand j'ai vu ça, j'avais du mal à me retrouver, mais tout ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça a coûté du Avenue des Parcs. Ouais. C'est proche de Avenue du Parc, puis c'est accessible aussi maintenant à partir du métro Outremont. Aussi, on peut faire un petit cheminement vers là-bas. Sinon, c'est sensiblement dans le coin, un petit peu au nord-ouest là, de Parc et Beaubien, pour vous donner une idée. Fait que j'imagine qu'on va dire que ça conclut l'émission de cette semaine. On est rendu à 1 heure. André, on t'entend pas. Oui, je disais que s'il y a des gens qui voudraient dire à d'autres, ils ont parlé des films, c'est drôlement intéressant, on peut réécouter ce podcast, hein, il est enregistré. Alors, comment on fait, Alexandre, si on veut réécouter les propos extraordinaires que nous avons tenus aujourd'hui? Juste venir visiter notre page Facebook, La Présence autochtone. Puis vous allez voir que c'est le dernier épisode du podcast que nous avons. Nous avons notre playlist aussi pour le podcast, puis c'est accessible en tout temps, quand vous voulez. Yes. Puis je pense aussi ça sera le dernier épisode qu'on va faire sous cette formule-là parce qu'on va entrer dans une nouvelle façon de faire le podcast. Ça va être maintenant préenregistré. Puis on va voir de beaux endroits où est-ce qu'on pourrait faire notre émission avec nos invités aussi. Ah, mais ça, c'est encore un secret, là. On n'en parle pas, hein? Ouais, juste nos auditeurs qui nous écoutent. Oui, mais ils ne diront pas d'autres, voyons. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Miigwech, merci de venir parler un peu des films. En fait, je pense que j'ai envie de tout voir les films que vous avez parlé. Là. Fait que, on se revoit la semaine prochaine, André. Matashi.